700. C'est le nombre de nouveaux neurones que vos cerveaux sont censés produire chaque jour. Cependant, pendant cette période de confinement, je doute clairement que vous avez réussi à faire votre travail habituel, ou en tout cas vos cerveaux. Et ces nouveaux neurones sont directement impliqués dans la fonction de mémoire de nos cerveaux. C'est un des muscles les plus importants du cerveau. Imaginez juste un instant la vie d'un être humain qui n'arrive plus à se souvenir des choses de sa journée. Il ne se souvient plus des éléments positifs. Il ne se souvient plus des éléments négatifs. Bon, d'accord, ça c'est un avantage. Il ne se souvient plus des gens qu'il a rencontrés, de ce qu'ils lui ont dit. Il ne se souvient plus de ce qu'on lui a appris. Il n'arrive plus à développer de nouvelles compétences parce qu'il n'arrive pas à sauvegarder de nouvelles informations. Bref, c'est une vie pourrie. Il faut éviter de tomber dans ce piège parce qu'on n'est jamais à l'abri. Et pour cela, dans cette vidéo, on va travailler le muscle de la mémoire. Et on va voir comment les études scientifiques nous aident à mieux comprendre cette neurogénèse, la compétence de notre cerveau à développer de nouveaux neurones dans cette région de la mémoire. Et on verra quelques outils de développement personnel qui nous aident à bien muscler cette région. Je m'appelle Biliana et je suis docteur en sciences et je suis passionnée par le cerveau. Je participe constamment dans des études cliniques pour étudier le mien, l'exposer à des challenges et développer de nouvelles compétences. Dans mes vidéos, je vous partage ce que j'ai appris dans ces études scientifiques ainsi que dans les interviews que je fais auprès des scientifiques. Et je fais le lien avec les outils de développement personnel pour rendre cette connaissance scientifique beaucoup plus applicable au quotidien. Si vous aussi vous êtes passionné par la compréhension de soi et la maîtrise du cerveau, abonnez-vous à ma chaîne, ce serait un plaisir de vous partager cette connaissance. Je commence avec un peu d'histoire sur la question. La neurogénèse, c'était une notion qui n'était pas acceptée pendant de longues années. Jusqu'aux années 60, on croyait que les cellules neuronales n'étaient pas capables de se reproduire. Dans les années 60, Joe Altman nous montre que chez le cerveau adulte d'un rat, c'est possible de voir de nouveaux neurones qui sont générés dans le cerveau. Cependant, pendant 20 ans, les scientifiques sont sceptiques par rapport à cette nouvelle découverte. Et il faut attendre jusqu'aux années 80 pour commencer à voir que, in vitro, les cellules neuronales étaient capables de proliférer en présence de certains facteurs de croissance, donc certaines molécules biochimiques. 10 ans de plus, jusqu'aux années 90, pour valider que réellement dans la tête d'un être humain adulte, on peut observer des cellules neuronales qui sont régénérées. Et ça se produit dans une structure particulière qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe est une partie du cerveau qui est responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'environ 700 nouveaux neurones sont produits au niveau de cette structure et qu'au bout de 50 ans de vie, un être humain a renouvelé complètement le nombre de neurones dans son hippocampe. Rusty Gage, un scientifique qui s'est penché sur la question pendant plusieurs décennies, découvre qu'il y a deux rôles principaux de ces nouveaux neurones qui apparaissent au niveau de l'hippocampe. Premier rôle, c'est de pouvoir distinguer entre deux événements qui se ressemblent vachement. Par exemple, tous les jours, vous passez par la même rue. Pouvoir distinguer entre aujourd'hui et hier, c'est une compétence du cerveau qui se développe. Ce n'est pas un dû. Et le deuxième rôle, c'est de pouvoir se remémorer ces événements. C'est-à-dire que non seulement je vais les encoder de manière plus sophistiquée et plus affinée, mais en même temps, quand je vais devoir me rappeler de ces événements, je serai plus apte à le faire. Jean-Marie Ledoux, qui est directeur de laboratoire que j'ai connu à l'Institut Pasteur, partage que chez les souris, ça a été prouvé qu'une souris qui vit dans un environnement qui est appauvri, c'est-à-dire une cage vide où l'alimentation tous les jours est la même, où il n'y a rien à explorer dans cette cage, on va observer une diminution de 50% de la neurogénèse de son cerveau. Si on rajoute à ça une dose de stress, la souris arrête complètement de produire des nouveaux neurones. À l'opposé, une souris qui vit dans une cage qui est enrichie de choses à explorer, où il y a un élément pour faire, donc on met une roue pour faire de l'exercice physique, où elle a des congénères pour interagir socialement, cette souris, elle peut augmenter jusqu'à 3 fois ses capacités de neurogénèse. C'est-à-dire que la neurogénèse, ce n'est pas quelque chose qui est dû à chacun, on peut tous le produire, mais en fonction de notre mode de vie, on peut l'inhiber ou on peut l'augmenter. Et comme ces neurones sont directement impliqués dans la mémoire et l'apprentissage, un être humain qui augmente sa neurogénèse, c'est un être humain qui augmente sa capacité de se rappeler des choses et d'apprendre de nouvelles choses. Voyons maintenant les outils qui nous aident à faire ça. Le premier outil tout simple, vous le connaissez tous, maintenant on va faire juste le lien entre la science et cet outil, l'activité physique. Quand on fait de l'activité physique, on observe directement de la neurogénèse au niveau du cerveau. Et la science est allée encore plus loin. Chez la souris, on a prouvé qu'un effort physique va amener la souris à augmenter ses compétences cognitives, déjà au bout de 10 semaines,
10 semaines, ça correspond à peu près à 7 à 8 ans de vie humaine. Et ça va au-delà de ça. Pas seulement elle va augmenter ses propres compétences cognitives, mais elle va transmettre ça à la première génération de souriceaux. C'est-à-dire que ces enfants vont bénéficier de ça. Tout ça juste pour vous dire qu'aujourd'hui, quand vous faites du sport, vous ne le faites pas seulement pour votre corps, vous ne le faites pas seulement pour votre esprit, vous le faites également pour la génération à venir. Vous avez un rôle à jouer pour l'humanité en faisant du sport. Deuxième outil, c'est le microbiote. Alors, qui dit microbiote veut dire l'ensemble de bactéries qui vivent dans nos intestins. Les bactéries qui vivent dans nos intestins sont un résultat direct de l'alimentation qu'on a. Quand je mange varié avec plus de fibres, les bactéries que je cultive ne sont pas les mêmes que quand je mange plus sucré et une nourriture qui n'est pas adaptée. Et mon microbiote va directement influencer la capacité que mon cerveau a à générer de nouveaux neurones. Et on va aller au-delà de ça. Il y a des études qui montrent que le nombre de neurones au niveau de nos intestins est équivalent au nombre de neurones qu'il y a dans la tête d'un labrador. Imaginez que vous avez le cerveau d'un labrador dans vos intestins. Et ces bactéries qui sont dedans interagissent constamment avec ces neurones. Et votre capacité cognitive va être directement influencée. Pour aller un cran plus loin, chez les souris, ils ont fait un échange de microbiote entre des souris qui étaient gentilles, donc il y a des races de souris qui sont un peu plus dociles, vers des souris qui sont un peu plus agressives, un peu plus sauvages. Ils ont fait l'échange dans les deux sens. Et il s'avère que les souris dociles qui ont reçu un microbiote des souris agressives deviennent plus agressifs. Et les souris agressives qui ont reçu un microbiote des souris gentilles deviennent plus gentilles. C'est-à-dire que nos microbiotes influencent directement nos comportements, nos états émotionnels et également la génération de nouveaux neurones. Attention à votre alimentation. En plus de ça, David Lefrançois nous dit que si on diminue entre 20 et 30% des quantités d'aliments qu'on ingère, ça joue également sur la génération de nouveaux neurones. Donc attention à la qualité et la quantité de votre alimentation. Troisième outil, c'est Jean-Marie Ledoux qui le partage de l'Institut Pasteur. Il nous dit qu'il faut apprendre à aimer le changement. C'est indispensable. Le changement, ça veut dire je suis dans une situation nouvelle, une situation que j'ai jamais vécue. C'est-à-dire que je suis dans une forme d'apprentissage. Qui dit apprentissage veut dire stimulation de mon cerveau. Là où on est bloqué souvent, c'est qu'on a peur d'échouer cette nouvelle expérience. On a peur de ne pas assez bien faire. Donc on se bloque et on n'a pas envie de réaliser des changements. Si on arrive à associer changement égale curiosité, changement égale stimulation, changement égale quelque chose de nouveau, j'ai envie de faire ce changement, j'ai envie d'explorer cette nouvelle chose pour avoir un quotidien qui est plus stimulant, mon cerveau va associer également le changement à une forme de plaisir. Et c'est dans le plaisir où je vais mieux apprendre. Parce que si on est bloqué devant la peur d'échouer, notre capacité d'apprentissage se bloque également et le changement peut ne pas apporter ses fruits. Alors que si je suis dans une posture de plaisir, de curiosité, d'exploration, le changement il est juste là pour stimuler mon cerveau, m'aider à générer de nouveaux neurones, m'aider à renforcer mes capacités cognitives et à apprendre de nouvelles choses. Et on va continuer avec deux outils qui en découlent. Le premier c'est associer de l'émotion à l'apprentissage. Je viens de le dire, quand on a du plaisir à affronter une situation d'apprentissage, on apprend plus vite. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est quand on apprend de quelqu'un qui est passionné. Je ne vais jamais oublier le jour où j'ai rencontré un ami qui était passionné par le vin et il m'a parlé avec tellement d'amour pour le vin que j'ai été contaminée par son émotion. Et depuis, j'arrête pas d'aimer le vin. Face à des gens passionnés, on apprend beaucoup plus vite parce qu'ils transmettent avec de l'émotion. Donc si vous voulez mieux apprendre, mettez de l'émotion ou faites d'en sorte pour être face à quelqu'un qui met de l'émotion dans ses mots. Le cinquième outil vient de Fabien Olicard. La qualité de notre mémoire dépend de la qualité de notre concentration. Il faut savoir qu'un être humain, en moyenne, est concentré entre 20 et 45 minutes. Si vous voulez rester dans cette plage d'heures de votre concentration, il ne faut pas dépasser les 45 minutes. Mais Fabien Olicard, il nous conseille une technique qui est encore plus efficace. Il nous conseille d'alterner des plages de 20 minutes de concentration optimale sans aucune distraction, suivi de plages de 5 minutes de distraction. 5 minutes chronométrées pendant lesquelles je vais regarder mon téléphone, répondre à des mails, je vais bouger un petit peu, aller boire un verre d'eau. Et ainsi de suite. Donc on alterne des plages de 20 minutes suivies de 5, 20, 5 pour avoir une bonne qualité de la mémoire. Le sixième outil vient de Sébastien Martinez, le champion de France de mémoire. Sébastien nous explique que la mémoire, ce n'est pas comme un vase qui se remplit et qui à un moment donné déborde d'informations. La mémoire, c'est comme une toile d'araignée qui, à chaque fois quand il y a une nouvelle information qui se rajoute, elle s'associe à ce qui existe déjà et s'agrandit jusqu'à l'infini.
Donc on a une mémoire qui est infinie, à condition qu'on arrive à rajouter de nouveaux éléments d'une manière associée. Donc première des choses pour une bonne mémoire, c'est associer à ce qui existe déjà à l'intérieur de nous. Ce qui aide beaucoup, c'est quand on part d'une question. Si je veux obtenir une nouvelle information, le mieux c'est que ce soit moi qui pose une question pour obtenir l'information qu'il me faut. Parce que ça serait déjà un lien avec ce qui est à l'intérieur de moi. Ou une autre manière de faire, c'est que quand j'entends une information qui me paraît de l'ordre du savoir, de l'ordre de quelque chose de la connaissance, mais sans savoir comment l'utiliser, je vais me questionner comment cette information peut rentrer dans ce qui m'intéresse déjà. De quelle manière cette information apporte à ce qui m'intéresse déjà. Et essayer moi-même de faire cet effort d'association. Le 7e et l'avant-dernier outil, c'est la conceptualisation. Pour une bonne mémoire, j'ai besoin de tirer le message principal de ce que je viens d'entendre, de ce que je viens de lire. Et je vous invite à le faire à la fin de la vidéo, de vous poser un instant et de vous demander c'est quoi le plus important? Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est quoi le message principal? Faites-le suite à une conversation avec quelqu'un, faites-le suite à chacune de vos interactions, chaque réunion que vous passez, pour pouvoir structurer l'information qui vient de rentrer en vous, pouvoir l'arranger dans des cases et pouvoir travailler avec. Sinon, ça reste de l'information, du bruit de fond qui ne vous aide pas et qui pollue votre cerveau. Le 8e outil vient de la chaîne Potion de vie qui est spécialisée dans la mémoire et le travail sur les compétences de la mémoire. C'est un outil tout simple. Il consiste à se poser à la fin de la journée et faire le récapitulatif de la journée en se posant la question de quelle manière cette journée m'a marqué. Plus j'arrive à mettre des nuances dans mes journées pour les distinguer les uns des autres, plus je développe une habitude à souligner certains éléments et rendre chaque moment de ma vie exceptionnel et mémorable. Je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Partagez celle-ci. Je suis sûre qu'il y a des gens autour de vous qui veulent développer cette compétence, la mémoire, et également générer de nouveaux neurones. Mettez-moi un commentaire ce qui vous a le plus marqué pour se rappeler notamment et valider la connaissance que vous venez d'obtenir. Et passez une excellente journée.